Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Novembre 1700, voilà une date bien ronde. Un messager apporte à Fontainebleau une nouvelle urgente. Fontainebleau, où la cour, comme tous les automnes, séjourne un moment. C'est la grande période des chasses, bien entendu. La nouvelle, c'est celle qu'on attendait depuis longtemps. Le roi d'Espagne, Charles II, est mort. Pour ce souverain au visage qu'on disait monstrueux, avec ses gros yeux et son nez enflé, avec sa lippe, là, cette lèvre lourde et tombante, pour ce triste rejeton d'unions consanguines innombrables qui paraissait en agonie depuis l'enfance, c'est donc la fin d'un long calvaire. Et pour l'Europe, disons-le, c'est plutôt le début du calvaire, en tout cas le début d'une crise terrible, parce que voilà, Charles II était l'ultime représentant de la dynastie des Habsbourg d'Espagne. Faute de fils, faute de frères, il lui a fallu choisir son héritier parmi les familles cousines de la sienne et il a désigné, alors là tout le monde était là, ça fait des années que ça dure, il a désigné la maison de Bourbon et plus précisément le duc d'Anjou, c'est-à-dire le deuxième petit-fils de Louis XIV qui, du coup, de duc d'Anjou vivant à Versailles, est devenu le roi Philippe V d'Espagne. L'extraordinaire empire espagnol avec toutes ses possessions en Flandre, en Italie, mais surtout toutes ses colonies démesurées en Amérique. Cet empire est censé passer à un descendant direct du roi de France, au petit-fils de Louis XIV. Ça, pour une grande partie de l'Europe, c'est inenvisageable. Inutile de vous dire que dès que le pauvre Charles II rend son dernier souffle, c'est la guerre qui est lancée. La France, l'Espagne et quelques maigres alliés vont devoir faire face à la constitution progressive d'une coalition immense qui réunit tout l'empire germanique, les Provinces-Unies, l'Angleterre bien entendu. Et cette question à la clé, est-ce que le jeune Philippe V, est-ce que ce petit-fils de Louis XIV qui du jour au lendemain vient d'être propulsé sur le trône d'Espagne, est-ce que oui ou non, il va pouvoir le conserver, ce trône madrilène ? À la cour de France, plusieurs princes n'abordent cette guerre de succession d'Espagne que sous les traits d'un drame. Elle leur paraît être, disons-le aussi, une opportunité. Ces hommes fiers au sommet de la noblesse, mais privés de pouvoir réel, ces hommes que Louis XIV a tenus, j'allais dire en lisière depuis toujours, espèrent profiter de l'occasion pour enfin tenir le rôle dont ils rêvaient depuis leur tendre enfance. Un rôle de conquérant, pourquoi pas. Un rôle, en tout cas, de général couvert de victoire. Et parmi ces princes avides de démontrer leur valeur au combat, eh bien, le propre neveu du roi, Philippe, le duc de Chartres, un homme de 26 ans. Il n'est pas très grand, Philippe, il n'est très brun, il a un regard sombre, il a beaucoup de charme, il est un peu replet par ailleurs, il a démontré son talent prometteur lors de la guerre précédente et maintenant qu'il a quand même mûri, qu'il est plus âgé, qu'il a de l'expérience, eh bien il a l'intention de montrer que les espoirs qu'il a suscités étaient des espoirs tout à fait fondés. Son père, Monsieur, le frère du roi, bien entendu, est tout à fait convaincu que son fils va faire des étincelles, si je puis dire. Philippe estime maintenant qu'il est temps qu'il obtienne un commandement à la hauteur de sa naissance et de ses talents. Franck Ferrand sur Radio Classique. Voici le premier mois de 1701. La première campagne de la guerre va commencer. Louis XIV doit donc rendre public les nominations à l'armée. Alors, c'est toujours la même chose à Versailles. On est là, on fait des plans sur la comète, on chuchote, on trépigne. Dans les salons, les pronostics vont bon train. Et voilà que, surprise, le jeune Philippe restera gentiment chez lui. Il n'ira pas à la guerre. Là, les courtisans sont stupéfaits, on s'interroge, bien entendu. On sait que le prince a eu des raisons d'agacer le grand roi. C'est un homme léger, c'est vrai, il est amateur de plaisir facile, il trompe sa femme sans vergogne. Sa femme est quand même la fille du roi, fille naturelle. Dans la cour de ce Louis XIV vieillissant et de la pieuse Madame de Maintenon, vous imaginez que tout ce genre de vie passe assez mal, c'est vrai. Est-ce que c'est la raison pour laquelle le roi a écarté son neveu ? Il est tentant de soupçonner plutôt Louis XIV de ne pas avoir voulu donner une chance de s'illustrer à ce trop brillant neveu. Il pourrait s'agir de ne pas éclipser ses propres enfants, à commencer par le grand dauphin, mais aussi, sans doute dans l'esprit de Louis XIV, ses fils
illégitime. On peut pas dire que le grand dauphin, ni les princes d'ailleurs, les enfants naturels du roi, aient jusqu'alors beaucoup brillé dans le domaine des armes. Inutile de s'appesantir sur les causes familiales sans doute complexes de ce refus de service. Ce qui compte ici, ce sont les tensions que ça va provoquer. Il faut vous dire que le jeune Philippe de Chartres s'est mis à chercher un peu trop visiblement des moyens d'aller combattre quand même, en dépit de la décision de son oncle. Quant à son père, monsieur, qui d'habitude est très docile vis-à-vis de Louis XIV, eh bien là, il va quand même défendre son fils et il va le faire, disons-le, avec une vigueur inattendue. Je cite évidemment, vous l'attendiez, le duc de Saint-Simon, il n'est jamais très loin. Monsieur se fâcha, nous dit Saint-Simon. Il demanda au roi ce qu'il voulait faire de son fils à son âge, qu'il s'ennuyait de battre les galeries de Versailles et le pavé de la cour, d'être marié comme il l'était, et de demeurer tout nu vis-à-vis de ses beaux-frères comblés de charges de gouvernement, d'établissements et de rangs, qu'il lui était bien douloureux de voir son fils unique s'abandonner à la débauche, à la mauvaise compagnie et aux folies, mais qu'il lui était cruel de ne s'en pouvoir prendre à une jeune cervelle justement dépitée et de n'en pouvoir accuser que celui qui l'y précipitait par ses refus. Ah là, monsieur a fait preuve de courage. Il doit être tout tremblant face à son frère. Est-ce que ça émeut beaucoup Louis XIV ? Disons que dans les jours qui suivent, la tension est très vive entre les deux frères. Toute la cour ne parle que de cela, bien entendu. De là à voir un lien entre cette colère rentrée et la mort de monsieur peu de temps après, certains l'ont suggéré. Monsieur n'aurait pas supporté cet affront supplémentaire. Le roi, en tout cas, est très affligé par le décès de ce frère qu'il adorait, même s'il l'exaspérait beaucoup. Et il va chercher à se réconcilier avec son neveu, donc qui maintenant n'est plus duc de Chartres, mais duc d'Orléans. Il fait des présents à Philippe, il lui témoigne de l'amitié. Mais pour l'instant, il lui refuse toujours un commandement sur le front. Louis XIV tient bon, comme il l'a toujours fait. On dirait que ce n'est pas une grosse surprise. Et pendant ce temps-là, les années passent et la guerre de succession d'Espagne tourne de plus en plus mal pour Louis XIV en France et son petit-fils Philippe V en Espagne. Presque partout, les généraux franco-espagnols essuient des défaites cinglantes. La logique voudrait que les deux rois mobilisent tous les talents qu'ils ont là à leur disposition. Et c'est vrai qu'enfin, en juin 1706, Louis XIV finit par changer d'avis à propos de son neveu Philippe, qui maintenant a 31 ans quand même. Je cite le chroniqueur d'Anjou, qui nous permet de savoir au jour le jour tout ce qui se passe à la cour de Versailles. Là, nous sommes le 22 juin 1706. Le soir, nous dit d'Anjou, après souper, Sa Majesté rappela monsieur le duc d'Orléans, qui sortait, et lui dit qu'il avait résolu de l'envoyer commander l'armée de Lombardie. Monsieur le duc d'Orléans, qui pressait fort pour être employé, fut transporté de joie. Problème sur le front italien, qu'il rejoint donc en cours de campagne, le prince, devrais-je dire, ne dispose que d'une latitude assez limitée. Il est affublé de généraux qui sont mal inspirés, et malgré son cran, en dépit du sens tactique dont il fait preuve quasiment chaque jour, il ne va pas pouvoir éviter une véritable catastrophe. Turin que l'on croyait prendre est perdu avec pertes et fracas. C'est un échec qui annonce l'abandon du nord de toute cette péninsule italique. Louis XIV sait que son neveu a fait tout ce qu'il avait pu et Louis XIV le prouve, puisqu'il lui attribue dès l'année suivante le front que Philippe attendait depuis maintenant si longtemps, le front espagnol. C'est un défi, ça. Les ennemis coalisés tiennent des positions solides, notamment en Catalogne. Qu'importe, Philippe d'Orléans trouve là ce qu'il attendait, un théâtre d'opération où faire des étincelles. Il est épaulé cette fois par un général doué, qui s'appelle le général de Berwick, et qui a bien préparé le terrain, il faut le dire. Désormais, il va montrer ce qu'il sait faire, le prince, le duc d'Orléans. Il va faire chuter Saragosse et pendant l'été, il vise un objectif ambitieux, une place stratégique qui est là sur la route de Barcelone et qui s'appelle Lérida. Disons-le, à Lérida, les conditions ne sont pas non plus idéales. Je cite là Jean-Christian Petit-Fils. Il porte tous ses soins aux préparatifs du siège, retardé par la lenteur exaspérante avec laquelle Paris et Madrid acheminaient le ravitaillement en armes et les vivres. L'argent manquait. Dans sa correspondance, Philippe ne cesse de se plaindre des bâtons qu'un mauvais sort s'acharne à lui mettre dans les roues. Il trépigne, piaffe, tourne en rond. Les lettres à sa mère c'est la princesse Palatine, les lettres à sa mère d'une amère
ironie, laisse deviner son désenchantement, nous dit Jean-Christian Petit-Fils, qui cite justement une phrase du prince: « Si cela tourne bien, j'aurai foi au miracle, et vous croirez prophétesse, et c'est un acheminement à devenir saint. » Oui, enfin, ne rêvons pas non plus. Saint, ça paraît pas vraiment un objectif très accessible pour Philippe d'Orléans. Mais en revanche, devenir un grand général, là, pourquoi pas? Ça, c'est une autre histoire. En dépit de difficultés qui s'accumulent, Philippe d'Orléans fait preuve d'initiative bien calibrée et en novembre, après de longs efforts, il arrive à faire tomber la place. De Versailles, même Madame de Maintenon applaudit, je cite Madame de Maintenon, « Nous avons été ici très sensibles à l'utilité de la prise de Lérida et à l'honneur de Monsieur le Duc d'Orléans. » Elle écrit ça à la princesse des Ursins, qui est la conseillère de Philippe V. Pas très bonne conseillère et surtout très ambitieuse. Elle a le grand avantage pour Philippe V d'avoir l'oreille, comme on dit, de Madame de Maintenon et du roi de France. Et je cite encore Madame de Maintenon. « Je suis ravie en mon particulier de voir son malheur fini, et vous croyez bien que je souhaite le même bonheur pour ce prince à la campagne prochaine. » Est-elle sincère? Oui, probablement. L'épouse secrète de Louis XIV est exaucée, puisque Philippe va continuer sur sa lancée, et en effet, il assoit encore bel et bien sa gloire lors des rudes combats de l'année 1708. Mais parallèlement, il s'indigne de n'être pas soutenu comme il le devrait par Versailles et par Madrid. Saint-Simon rapporte qu'un jour en public, le prince, qui c'est vrai a beaucoup bu, va proposer de trinquer au concapitaine et au conlieutenant. Qui sont le concapitaine et le conlieutenant? Aïe, 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 c'est Madame de Maintenon et c'est la princesse des Ursins. Il leur prête une influence qui serait préjudiciable à ses intérêts auprès de Louis XIV et de Philippe V. De façon moins anecdotique, Philippe fait preuve d'une autonomie qui suscite l'émoi du pouvoir espagnol, qui irrite en particulier la princesse des Ursins, qui, il y a encore quelques temps, le portait pourtant au nu. Je cite l'auteur d'un tout récent ouvrage sur la guerre de succession d'Espagne, Clément Houry. Le duc d'Orléans n'oubliait pas qu'il était un cousin, éloigné certes de Charles II, et qu'à ce titre, il aurait pu lui aussi prétendre à sa succession. Il s'était attribué la titulature Don Felipe Nieto di Francia et Espagne, dont Philippe, petit-fils de France et d'Espagne. Le prince commença à mener un jeu trouble, prenant langue avec un certain nombre de grands d'Espagne restés fidèles aux Bourbons, mais mécontents de l'actuelle cour de Madrid. Le roi Philippe, le roi d'Espagne, malgré tout, se convainc de conserver sa confiance à son cousin Orléans. Après tout, ses contacts avec ses opposants peuvent aussi contribuer à un effort de conciliation, mais ça ne dure pas. L'agacement du roi, encouragé par la princesse des Ursins, va finir par prendre le dessus, et il est de plus en plus certain que Philippe d'Orléans en veut à ses couronnes. C'est maintenant le roi d'Espagne qui se plaint de son cousin et qui se méfie de lui. Alors arrive l'hiver terrible, vous savez, celui qu'on écrivait le grand hiver avec un T et un Y. On est donc en 1709, bien entendu. Le duc d'Orléans est rentré en France pendant cet hiver extrêmement froid et il se prépare bien sûr à repartir au-delà des Pyrénées pour une autre campagne. Sauf que là survient quelque chose d'un peu surprenant. Je cite encore avec plaisir Jean-Christian Petit-Fils. Le 3 mars, le roi décida que son neveu partirait pour l'Espagne à la fin du mois. La fin du mois 20, le prince ne bougea pas. Pendant tout le mois d'avril, sous divers prétextes, on annonça que son départ était différé. Puis le 3 mai, on apprit qu'il n'irait pas cette année-là en Espagne. Louis XIV avait tranché. Les soupçons de Philippe V et de la princesse des Ursins étaient trop insistants pour employer de nouveau ce neveu indocile sur le front espagnol. Et là, le pire est à venir, puisque au début de l'été 1709, deux proches de Philippe d'Orléans, qui eux sont encore en Espagne, voient des soldats espagnols paraître devant eux et se saisir de leur personne. Et les voilà envoyés en détention, tandis que leurs écrits personnels sont épluchés avec méthode. Philippe V et la princesse des Ursins cherchent à prouver, vous le comprenez bien, le double jeu du duc d'Orléans, qui serait en train de fomenter un complot contre la couronne d'Espagne. Il faut reconnaître que ce qui transpire de l'enquête est assez troublant quand même, puisqu'il y aurait bien eu l'année précédente des contacts indirects entre le neveu de Louis XIV et un général
anglais. Par ailleurs, des opposants espagnols avec qui Philippe avait noué un certain nombre de liens vont être arrêtés sans ménagement. Bien sûr, à la cour de France, on attend les nouvelles d'Espagne avec beaucoup d'inquiétude. On ne perd pas une miette de tout cela. On en oublia pour un temps la guerre et l'effroyable misère du temps, nous dit Jean-Christian Petit-Fils. Cette nouvelle accréditait la thèse de la culpabilité du duc d'Orléans, jaloux de sa gloire, excité par Conti et Vendôme, qui se trouvent être ses cousins. Monseigneur, le dauphin, étonné par la vigueur de ses propos, choqué qu'on voulût détrôner son fils, il exigeait un procès et le châtiment du coupable. Oui, vous m'avez bien compris, c'est le grand dauphin, c'est l'incapable et bien gentillet fils de Louis XIV qui d'un seul coup se met en colère et exige la punition de son propre cousin. Autant le dire, à cette date, Philippe d'Orléans est véritablement proche du précipice. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et à Versailles, vous pouvez faire confiance à certains courtisans pour hurler au loup contre le neveu du roi. Quant à Louis XIV et à Madame de Maintenon, ils ont cependant assez d'expérience dans leur grand âge pour juger le scandale avec quelque recul. Au milieu d'une guerre si mal encagée, l'intérêt de l'État est que les accusations ne dégénèrent pas. Le roi reçoit donc son neveu pour démêler les choses, avec lui en tête à tête, et puis il fait pression sur le roi d'Espagne, sur Philippe V, pour qu'il referme ce dossier. Louis XIV, disons-le, va avoir un peu de mal à se faire obéir sur ce chapitre-là. Le vieux roi n'en a pas moins mis un terme à la guéguerre, mais alors, nous dit Pierre-Louis Lancel, qui a préparé cette émission, Philippe d'Orléans était-il fautif ? Certes, il a eu des contacts avec les Anglais et il est vrai que son cousinage avec le défunt Charles II pouvait lui ouvrir des perspectives. Cela étant dit, il a refusé toutes les avances trop précises des Anglais, il s'est seulement ménagé des contacts. S'il avait dû présenter sa candidature pour une partie de l'héritage espagnol, cela n'aurait été qu'après une éventuelle chute de Philippe V. Certainement pas avant, nous dit Pierre-Louis. Il est positionné maintenant, le duc d'Orléans, il a tout fait pour essayer d'être en bonne position au cas où la couronne viendrait à choir, tout simplement. Pour reprendre l'expression de Clément Houry, il était là comme une solution de remplacement. Louis XIV lui-même gardait volontiers cet atout dans sa manche et avait encouragé son neveu dans ses activités, ça on le découvrira plus tard, et il est difficile à ce moment-là de condamner quelqu'un qu'on avait encouragé, n'est-ce pas, à mener un certain nombre de visées. De plus, cela n'a pas empêché Philippe, rappelons-le, de se démener sur les champs de bataille pour défendre le trône de son cousin Philippe V. Reste des légèretés diplomatiques, reste une façon agaçante d'agir de son propre chef, et puis, disons-le, une ambition sans doute mal canalisée. Autant de tendances qui déplaisent à Louis XIV et qui vont s'ajouter aux reproches que le vieux roi peut faire à son neveu sur les mœurs un peu libres qu'il affiche en toutes circonstances. Le résultat de tout ça, c'est une rupture de confiance avec le roi et en conséquence un immense gâchis, puisque dites-vous que du vivant de son oncle maintenant, Philippe d'Orléans, même s'il est très doué sur les champs de bataille, ne recevra plus aucun commandement. Il aura sa revanche 6 ans plus tard à la mort de son oncle. Et oui, quand Louis XIV vient à disparaître, il devient lui-même régent de France et au passage, il va faire casser le testament du vieux roi, ce vieux roi qu'il l'avait un peu trop longtemps, un peu trop ostensiblement dédaigné. Vous écoutez Radio Classique.